La NBA en 2018 était folle. Les Warriors de l'ère Kevin Durant dominaient encore avant leur dernière saison. LeBron a quitté les Cavs pour les Lakers à l'été 2018. Kawhi a aussi été échangé aux Raptors pendant cette intersaison, puis il a remporté un titre lors de sa seule saison là-bas. Paul George a re-signé avec le Thunder, créant un grand effet domino lors de son échange. En 2019, directement lié à la draft NBA 2018, une cuvée qui a bouleversé la ligue. Elle compte un Most Valuable Player, plusieurs All-NBA, des All-Stars et une grande profondeur, faisant d'elle l'une des meilleures cuvées de draft à ce jour. Revenons en arrière pour examiner la ligue et la draft de 2018, plusieurs années après. DeAndre Ayton rejoint en tête les Phoenix Suns. En 2018, la discussion sur le premier choix de la draft était intéressante. Ayton était vu comme un pivot moderne presque parfait en tant que prospect. Sa taille, sa mobilité et son potentiel offensif pouvaient en faire de lui un joueur d'exception des deux côtés du terrain. Ils avaient déjà Devin Booker sur le périmètre. Ils ont donc cherché à équilibrer l'effectif entre l'arrière et l'intérieur. Aussi improbable que cela paraisse aujourd'hui, vu le profil d'Ayton comme espoir, c'était un choix justifiable à l'époque, sauf que Luka Doncic était aussi dans cette draft. On reparlera de Luka plus tard. C'est incroyable qu'il n'ait pas été choisi premier au total. Surtout parce que l'entraîneur principal des Suns à l'époque était aussi l'entraîneur de l'équipe nationale de Luka. Il avait une expérience directe avec Luka et pourtant ils ne l'ont toujours pas choisi. Évidemment, l'entraîneur principal inexpérimenté n'a pas le dernier mot sur le premier choix de l'équipe, mais ça reste un détail incroyable. Les Suns ont choisi Ayton, et même si ignorer Luka fut vite une erreur évidente, Ayton a bien joué à Phoenix. Dès sa première saison, il affichait 16 points et 10 rebonds de moyenne et s'est montré fiable avec le temps. Le vrai souci était la défense, non pas sur le plan athlétique, mais parce qu'il devait s'adapter à la défense NBA. Et une fois qu'il a compris cela, il est vraiment devenu un élément précieux pendant 2 saisons incroyables pour les Suns. De 2020 à 2022, incluant une finale en 2021, perdue en 6 matchs contre les Bucks. Le vrai problème pour Ayton, c'est que les Suns lui demandaient surtout d'être un joueur de rôle autour du noyau composé à l'époque de Chris Paul et Devin Booker, alors qu'Ayton voulait être une star. Il se considère lui-même comme un joueur max, un commentaire qu'il a fait lorsqu'il a étrangement déclaré qu'il n'avait plus rien à prouver dans la ligue après avoir signé ce contrat max. Ce qui est en quelque sorte vrai, je suppose, mais ça reste quand même une chose étrange à dire. Et au fil des années à Phoenix, il a fini par user la patience de tout le monde avec sa concentration limitée en défense et son manque de jeu physique. Lors de l'intersaison 2023, il a rejoint les Trail Blazers via un échange à plusieurs équipes, envoyant Damian Lillard aux Bucks et permettant aux Suns d'obtenir Grayson Allen et Yusuf Nurkic. À Portland, Ayton a été simplement correct, son principal défaut étant le manque de physique et donc peu de lancers dans un franc. C'est surprenant de voir si peu de lancers francs tentés par match pour sa taille. Comme avec les Suns, il est vite devenu indésirable à Portland, qui a racheté plus de 30 millions restants. Sur son contrat à l'été 2025, au moment où j'enregistre, 7 ans après la draft, Ayton est dans sa 3e équipe et jouera avec Luka Doncic, son camarade de la draft 2018 aux Los Angeles Lakers. Aussi, si besoin tout au long de la vidéo, je vais vous dire où j'ai placé chacun de ces joueurs dans une redraft. Actuellement, Ayton tombe à la 9e place dans une redraft. Passons à un joueur qui ne sera pas dans le top 10. Marvin Bagley. Si passer à côté de Luka semblait fou, que 2 équipes l'aient fait l'Est encore plus, surtout quand l'une d'elles est les Sacramento Kings. En tant que prospect, Bagley était ce grand joueur incroyablement athlétique qui montrait beaucoup de compétences à l'université et qui avait aussi une grande réputation en sortant du lycée. Désigné meilleur joueur de la promotion 2017 par ESPN. Si vous aimiez Bagley, vous le voyiez comme une version athlétique de Chris Bosh. Gaucher talentueux, capable de jouer au poste 4 ou 5, d'écarter le jeu et de marquer efficacement à l'intérieur. Moi, je n'aimais pas Bagley à la draft, contrairement au consensus. Je l'avais classé sous son coéquipier de Duke, Wendell Carter Jr., car il ne savait pas défendre. Duke a souvent joué en zone lors de la première année car Bagley ne savait pas défendre sur l'homme. Un autre problème majeur est que le niveau offensif requis pour qu'un intérieur ait un fort impact est très élevé en NBA. Je ne pensais pas que Bagley réussirait à justifier qu'on confie une grande part de l'attaque à un intérieur en NBA. Ils doivent en quelque sorte être proches du niveau d'Embiid ou de Jokic, et s'ils ne le sont pas, ça va être compliqué. Comme DeAndre Ayton chez les Suns et les Trail Blazers. Malheureusement pour Bagley, ses inquiétudes étaient justifiées. Il n'a jamais vraiment progressé au-delà du fait d'être un grand athlète, il a eu du mal avec les blessures et n'a jamais trouvé son véritable rôle en NBA. Après une bonne saison rookie, sa meilleure en ligue, il a ensuite régressé et a été échangé au Piston après 3 ans et demi à Sacramento.
Ensuite, il a joué chez les Wizards, puis les Grizzlies, avant de revenir chez les Wizards en 2025 pour tenter de relancer une carrière jusque-là très décevante. Voici la partie la plus folle de la draft, aujourd'hui comme à l'époque. Troisième choix, Luka Doncic. Ce choix appartenait initialement aux Atlanta Hawks, alors en reconstruction et en quête désespérée d'une figure phare pour leur franchise. Le favori pour être choisi en troisième position lors du processus pré-draft était Luka Doncic, tout juste sorti d'une saison Most Valuable Player en Euroleague, le plus jeune joueur à avoir jamais remporté ce titre. Et techniquement, Luka a bien été choisi en troisième position, mais pas par les Hawks. Les Mavericks, initialement cinquième, ont échangé avec les Hawks pour obtenir la troisième place. Ils leur ont donné leur choix de premier tour la saison suivante et le cinquième choix de cette draft. Il est crucial de comprendre combien cela représentait un risque pour Dallas, alors. On voit chaque année des joueurs du top 5 devenir des échecs à la draft et utiliser un choix de premier tour supplémentaire pour monter de seulement 2 places. Quand il venait d'avoir l'un des pires bilans de la ligue, ou qu'il sortait de l'ère Dirk Nowitzki, cela montre à quel point les Mavs étaient convaincus que Luka allait être exceptionnel. Et bien sûr, ils avaient raison, ce qui nous amène à ce que les gens pensaient de Luka en tant que prospect au moment de la draft. J'ai souvent affirmé que Luka était le meilleur prospect international jamais vu. Lors de la draft, j'ai affirmé qu'il méritait la première place, mais il suscitait du scepticisme comme prospect. Cela tournait autour de 2 choses. La première était son athlétisme, et l'autre, franchement, c'était simplement le fait qu'il soit un prospect international à la base. Tout ce qui concernait Luka offensivement semblait incroyable. Ses instincts, ses compétences, sa passe, son tir en amélioration. Mais il y avait des inquiétudes quant à la façon dont il se mesurerait aux athlètes du niveau NBA en termes de rapidité, ce qui était directement lié à l'autre problème que les gens avaient, simplement le fait qu'il soit un prospect international. À cette époque, des joueurs comme Mario Hezonja étaient choisis très haut à la draft sans réussir. Une inquiétude générale existait à l'idée de choisir des internationaux très hauts pour en faire la star de la franchise. Mais ce que je ne comprenais pas à l'époque, et que je ne comprends toujours pas, c'est comment, même si tu avais cette inquiétude, tu ne te rendais pas compte à quel point Luka était un bien meilleur prospect que tous ses autres récents échecs internationaux. Il fut le plus jeune Most Valuable Player de l'histoire d'une ligue d'adultes. Les autres qui ont échoué dans la ligue jouaient dans des ligues inférieures ou étaient remplaçants dans les meilleures ligues. Cela n'avait pas de sens alors, et n'en a toujours pas. Les Mavs croyaient en Luka, ont échangé pour la 3e place, et il a été incroyable dès le début. Il est devenu un joueur de calibre Most Valuable Player en quelques saisons, permettant à la franchise de passer directement de l'ère Dirk à celle de Luka. Cela les a conduits au final de 2024, juste pour que les Mavs échangent inexplicablement Luka aux Los Angeles Lakers à la date limite des transferts de 2025 en échange d'Anthony Davis. Au milieu de préoccupations concernant sa condition physique et ses blessures, je n'arrive toujours pas à croire que cela soit arrivé. Dans une redraft, peut-être de façon un peu controversée, j'ai Luka en premier choix de cette classe devant quelqu'un dont nous allons parler plus tard. Je pense que c'est discutable, mais Luka reste selon moi le meilleur joueur de cette classe et sera choisi en premier lors de la redraft. Passons donc au 4e choix global. Après le top 3, Ayton, Bagley et Luka, l'incertitude régnait sur la suite de la draft, comme en témoignait le choix numéro 4 des Memphis Grizzlies. C'était une période où les Grizzlies tournaient la page de l'ère Mike Conley et Marc Gasol pour les saisons suivantes. Ils cherchèrent de jeunes talents pour reconstruire l'équipe et ont donc sélectionné Jaren Jackson Jr. de Michigan State comme espoir. Jackson combinait des compétences uniques, un bon espacement et un potentiel défensif élite, mais présentait aussi des défauts. Il a moins joué à l'université qu'attendu pour un top 5 de la draft. D'abord, son équipe était très forte. Ensuite, il n'a jamais su éviter les fautes, un souci qu'il a aussi eu en NBA. Le potentiel de ce qu'il pourrait devenir a suffi aux Grizzlies pour le choisir en 4e position, un choix jugé exagéré par beaucoup en NBA. Jackson Jr. a continué à devenir l'un des meilleurs défenseurs de la ligue et a vraiment progressé offensivement pour devenir une pièce maîtresse de l'avenir des Grizzlies aux côtés de John Morant. Et compte tenu de tous les risques liés à ce choix, je dirais que la façon dont sa carrière s'est déroulée jusqu'à présent est assez proche du meilleur scénario possible. Dans une redraft, malgré le talent de cette cuvée, Jackson ne progresse pas au classement. Je l'ai mis 4e. Ensuite, en 5e position, on retrouve les Atlanta Hawks qui, si l'on remonte à 2018, étaient vraiment une franchise sans direction. Ils s'étant éloignés du noyau de leur équipe à 60 victoires avec des gars comme Kyle Korver. En 2017-2018, l'équipe était menée par Dennis Schroeder, Taurean Prince et Kent Bazemore. Avec seulement 24 victoires, les Hawks ont cherché leur futur joueur vedette. Au lieu de choisir Luka Doncic en 3e position, les Hawks ont reculé, obtenu un choix de premier tour et pris Trae Young en 5e position.
Globalement, Young était un prospect polarisant car il était très productif et un passeur exceptionnel à l'université. Mais de vraies inquiétudes existaient sur la façon dont sa taille et son manque de défense se traduiraient en NBA. Même s'ils ont laissé filer un meilleur joueur en échangeant leur place au lieu de prendre Luka, Trae Young a été un très bon joueur NBA. Il a mené de bonnes attaques pour Atlanta. Ils ont joué une finale de conférence et il est resté le favori des fans. Ce qui aurait vraiment permis à cette draft et à cette sélection de passer au niveau supérieur pour les Hawks, c'est d'obtenir une bonne valeur avec ce choix supplémentaire du premier tour. Ils l'ont eu via l'échange de Luka, mais cela n'a pas abouti. Ce choix est devenu le 10e de la draft 2019 qu'ils ont utilisé pour sélectionner. Cam Reddish n'a quasiment rien apporté à l'équipe, malgré cela, ils ont perdu l'échange. Mais Young a vraiment été très bon à Atlanta, et il semble être la pierre angulaire de la franchise dont ils avaient désespérément besoin lors de cette draft. Malgré tout, je place toujours Trae Young 5e dans une redraft. Ensuite, en 6e position, on retrouve le Orlando Magic, qui traversait une véritable période creuse pour la franchise. Ils avaient gagné seulement 25 matchs l'an passé, menés par Aaron Gordon, Evan Fournier et Nikola Vucevic. Ils voulaient juste trouver tout talent disponible. Ils ont sans doute pris le pari le plus risqué de la draft. Mo Bamba, comme Jackson Jr., possédait une combinaison unique de compétences pour écarter le jeu et protéger le cercle. Bamba était plus grand, avec une grande envergure et un vrai pivot, alors que Jackson Jr. était un mélange d'ailier fort et de pivot. Même s'il semblait avoir d'autres compétences offensives, Bamba était surtout là pour dunker et tirer à 3 points. C'était un risque qui valait la peine pour une équipe du Magic qui avait vraiment besoin d'un renfort en termes de talent. Mais Bamba n'a tout simplement jamais réussi en NBA. Il n'a jamais vraiment menacé à 3 points, et bien qu'on l'attendait comme protecteur de cercle, il peinait à saisir la défense positionnelle en NBA. Il a passé 4 saisons et demie à Orlando sans réel impact, puis a rejoint les Lakers, Sixers, Clippers et Pelicans. Lors de cet enregistrement, il n'a pas signé pour la saison 2025-2026. Ensuite, les Chicago Bulls ont encore une fois le 7e choix à la draft. Ce n'est même pas une blague. Ils ont choisi en 7e position lors de cette draft, puis ils ont choisi en 7e position en 2019, puis ils ont choisi en 4e position en 2020. Tout le monde savait que c'était une draft à 3 joueurs, mais ils ont pris Patrick Williams en 4e, revenons à 2018. Les Bulls étaient à 1 an du transfert de Jimmy Butler à ce moment-là, et ils avaient un noyau de joueurs comme Zach LaVine, Lauri Markkanen, Chris Dunn et Bobby Portis. Un jeune groupe solide à bâtir, ils ont donc choisi l'un de mes favoris, Wendell Carter Jr. Avant la draft, je le comparais à Al Horford, un joueur polyvalent. Il savait défendre, prendre des rebonds, marquer près du panier, réussir un tir à mi-distance, et paraissait être un bon joueur de liaison pour les Bulls. Malheureusement, les blessures ont beaucoup affecté le début de sa carrière. Il n'a jamais vraiment progressé ni su s'imposer comme élément clé du processus de reconstruction à Chicago. Après 2 saisons et demie chez les Bulls, il a été échangé à Orlando contre Nikola Vucevic, alors que les Bulls voulaient relancer leur reconstruction et gagner. Avec le Magic, Carter a bâti une solide carrière comme joueur de rotation et parfois titulaire à l'intérieur. Son profil à la draft n'indiquait pas un grand potentiel, d'où son choix en 7e position. Voici un parfait exemple de pourquoi j'aime revenir à l'état de la ligue lors de la draft pour ces vidéos. Colin Sexton rejoint les Cleveland Cavaliers. Lors de ce choix, LeBron n'avait pas encore signé aux Los Angeles Lakers. On s'attendait à ce qu'il quitte les Cavs, mais ce n'était pas encore certain. La draft ayant lieu avant la Free Agency, les Cavs tentaient encore de le convaincre de rester, rendant ce choix crucial. Ce choix appartenait d'abord aux Nets, avant d'être transféré aux Celtics dans l'échange de Paul Pierce et Kevin Garnett en 2013. Le choix a été cédé aux Cavs lors de l'échange des Celtics pour Kyrie Irving. Et en théorie, c'était un choix que les Cavs auraient pu utiliser pour aller chercher quelqu'un d'autre, afin de les aider à rester compétitifs et à garder LeBron dans l'équipe. Finalement, ils ont choisi Sexton, qui a déclaré à la télévision après la draft espérer que LeBron resterait. 10 jours plus tard, LeBron a signé chez les Lakers comme agent libre, lançant une grande reconstruction. Ils sont passés de 50 victoires et une finale en 2018 à seulement 19 victoires lors de la saison rookie de Colin Sexton. Il subissait beaucoup de pression pour lancer la reconstruction et malgré une carrière atypique, il a été un bon joueur NBA. C'était un prospect intéressant, meneur très athlétique, rapide, capable d'attaquer le cercle et défenseur tenace. Il est célèbre pour avoir joué un match à 3 contre 5 avec l'Alabama, faute de joueurs après expulsion et blessure. Mais ses compétences globales en tant que meneur principal étaient clairement remises en question. Mais pendant son passage à Cleveland, il a affiché des statistiques impressionnantes, notamment en dépassant une moyenne de 24 points par match lors de sa 3e saison. L'équipe était faible, donc ses stats paraissaient
peu significative. Après une blessure en 4e saison, il n'a joué que 11 matchs. Les Cavs ont tourné la page avec lui à l'arrivée de Darius Garland et Donovan Mitchell, l'envoyant à Utah dans l'échange de Mitchell. En 2022, Colin Sexton y a maintenu de bonnes stats dans une faible équipe du 2025. Après 3 ans avec les Jets, ce qui fait de cette carrière l'une des plus étranges de toute la promotion. Un gars talentueux a eu de grosses stats, mais n'a jamais joué dans une bonne équipe, donc il est difficile d'évaluer son vrai niveau. Passons à la première vraie légende de la Summer League de cette draft, Kevin Knox. Les Knicks avaient le 9e choix, une période difficile pour eux. Kristaps Porzingis, choisi 4e en 2015, était jeune, mais déjà confronté à des blessures. Frank Ntilikina, choisi 8e l'an dernier, n'a pas répondu aux attentes. Et en dehors de Kristaps Porzingis, ils n'avaient vraiment pas beaucoup de talent dans cet effectif. Et ils allaient en fait continuer à entrer encore plus dans une phase de reconstruction l'année suivant cette draft. Ils ont échangé Kristaps Porzingis aux Mavericks lors de l'intersaison 2019, et bien sûr, ils ont sélectionné R.J. Barrett en 3e position lors de la draft 2019. En 2018, ils ont sélectionné Kevin Knox, un prospect très intéressant. Il jouait dans une équipe universitaire du Kentucky qui avait des problèmes d'espacement, ce qui ne convenait pas à son jeu intérieur. Il a fait une bonne saison. Ailier polyvalent et athlétique avec du potentiel, il aurait pu devenir un bon joueur en progressant au tir. Avec les Knicks, il semblait être un coup de génie lors de sa première Summer League en rookie. Il faisait tout bien, il obtenait des lancers francs, attaquait le cercle et semblait vraiment aléatoire. Le souci, c'est que c'était le pic de sa carrière en NBA. Il a effectivement réalisé une bonne saison rookie, mais une blessure à la cheville l'a un peu freiné. Et après cette première année, son manque de tir l'a vraiment empêché de s'imposer dans un rôle régulier à New York. Après 3 ans et demi avec l'équipe, il a fini chez les Hawks, puis les Pistons, les Blazers, de nouveau les Pistons, et ensuite les Warriors. À ce jour, il n'a pas signé pour la saison 2025-2026. Passons maintenant à un cas très intéressant. Mikal Bridges aux Suns de Phoenix. Bridges était un prospect vraiment intéressant parce qu'il allait clairement devenir cet ailier complémentaire parfait au niveau NBA. Mais le potentiel n'était vraiment pas là et il était un peu plus âgé en tant que prospect. Ce choix appartenait d'abord aux Philadelphia 76ers, qui ont sélectionné Bridges en 10e position. Ce qui était encore plus spécial, c'est que sa mère travaillait en fait pour l'équipe, donc c'était vraiment un moment génial. Ils étaient ravis quand il a été sélectionné là-bas, puis peu de temps après, lors de la soirée de la draft, il a été échangé aux Suns contre le 16e choix de la draft et un choix supplémentaire de premier tour. Le 16e choix de la draft était Zaire Smith, qui malheureusement n'a rien apporté aux Sixers, et le choix supplémentaire de premier tour est devenu Tre Mann. Mais les Sixers ont inclus ce choix dans un échange pour Tobias Harris à la date limite des transferts 2019. Ce mouvement a été un échec pour les Sixers, qui allaient vraiment décoller avec les équipes de Ben Simmons et Joel Embiid lors de 2 intersaisons consécutives. D'être monté dans la draft pour sélectionner Markelle Fultz en première position lors de la draft 2017. Le fait que cela ait échoué après avoir manqué un ailier complémentaire comme Mikal Bridges en 2018 a été difficile à surmonter. À Phoenix, le jeu raffiné de Mikal Bridges a vite marqué les Suns et il est devenu un excellent ailier titulaire au fil des ans. Malgré l'erreur du choix d'Ayton et l'arrivée de Bridges, cette génération a tout de même lancé les Suns vers la finale 2021. Après l'effondrement de l'équipe à Phoenix, Mikal Bridges a été échangé aux Nets contre Kevin Durant à la date limite des transferts 2023. Là-bas, dans une équipe moins compétitive et avec plus d'opportunités de tir, son scoring a vraiment augmenté auparavant. Les Nets l'ont ensuite transféré aux New York Knicks lors de l'intersaison 2024, où il a ensuite signé une prolongation de contrat. Il est un élément clé d'une équipe ambitieuse à New York. Cela montre combien Bridges est essentiel à la profondeur de cette promotion. Et pour la première fois depuis un moment, nous allons parler de la redraft. J'ai Mikal Bridges qui monte un peu à la 6e place au total dans une redraft de 2018. Et maintenant, nous arrivons au plus grand coup de la draft et au seul most valuable player de cette promotion, jusqu'à présent, Shai Gilgeous-Alexander. Il finit par être drafté par les Clippers, mais à l'origine, c'était le choix des Hornets, et les Clippers sont montés d'un rang, échangeant 2 choix de second tour au passage pour obtenir Shai Gilgeous-Alexander. En tant que prospect, Shai Gilgeous-Alexander jouait dans cette même équipe du Kentucky avec Kevin Knox. Comme je l'ai dit, le manque d'espacement compliquait vraiment l'évaluation des joueurs, surtout pour Shai Gilgeous-Alexander. C'est sans doute pourquoi il est tombé à la 11e place. Il était difficile de cerner son profil à l'université. C'était un grand arrière à longue envergure, mais de carrure fine, pesant seulement 80 kg à l'université. Et il n'était pas vu comme un meneur de jeu créatif remarquable. Et cela, en plus des questions sur son tir à 3 points, faisait de lui un prospect limite pour la loterie. Mais dès son arrivée en NBA, il était clair que les Clippers tenaient quelque chose.
Ils tournaient en délapage Blake Griffin et ont débuté la saison 2018-2019 avec le trio Tobias Harris, Danilo Gallinari, Montrezl Harrell. Cette équipe a en fait remporté 48 matchs et Shai Gilgeous-Alexander a vraiment été solide. En tant que rookie, c'était particulièrement intéressant que Shai Gilgeous-Alexander ait eu un rôle aussi important dans l'équipe. Parce que Doc Rivers était l'entraîneur principal, connu non seulement pour ne pas faire jouer les rookies, mais surtout pour ne jamais faire jouer de meneurs rookies. Après une bonne saison rookie cependant, les Clippers ont décidé de faire de gros changements en signant Kawhi Leonard lors de la free agency à l'intersaison 2019. Et ensuite, ils ont échangé pour obtenir Paul George afin de l'associer à lui. Et Shai Gilgeous-Alexander a été envoyé au Thunder dans l'échange. À l'époque, il y avait évidemment de l'enthousiasme autour de Shai Gilgeous-Alexander dans le trade, après ce qu'il avait montré lors de sa saison rookie. Mais l'attention était beaucoup plus portée sur tous les choix de draft que le Thunder avait obtenus. Et puis avec le temps, il est devenu évident à quel point Shai Gilgeous-Alexander allait devenir un joueur exceptionnel. Dès sa première année à Oklahoma City, ils ont atteint les playoffs avec Chris Paul et Dennis Schroeder sur la ligne arrière. Ensuite, l'équipe essayait vraiment d'entrer en reconstruction pour bâtir autour de Shea, ce qui a fait qu'il n'a pas vraiment beaucoup joué au cours des saisons suivantes. Il reposait Shai Gilgeous-Alexander et d'autres joueurs en milieu de saison pour perdre davantage et obtenir de meilleurs choix de draft. Pendant tout ce temps, Shai Gilgeous-Alexander restait l'un des secrets les mieux gardés de la ligue jusqu'à son explosion avec l'équipe. En 2022-2023, Shai Gilgeous-Alexander a intégré la première équipe All-NBA et finit 5e au vote du Most Valuable Player. Il a confirmé son statut en finissant 2e au vote du Most Valuable Player en 2023, 2024, puis en remportant le Most Valuable Player, le titre NBA, et le Most Valuable Player des finales en 2025, faisant de lui et du Thunder l'avenir de la ligue avant la saison 2025-2026, et c'est vraiment ce qui élève cette cuvée de draft au-dessus des autres. Avec seulement Luka, Trey, Jaren Jackson et un peu de profondeur, ce serait une bonne cuvée, mais pas forcément excellente. Mais avoir un Most Valuable Player dans la cuvée, avec le 11e choix général, la porte à un tout autre niveau. Et dans une redraft, c'est vraiment difficile. Et évidemment, il est compliqué d'aller à l'encontre du gars qui a le titre de Most Valuable Player et de ne pas le mettre en premier choix. Dans une redraft, Luka est un peu meilleur, donc je le mets avant Shai Gilgeous-Alexander, ce qui aggrave la situation au 12e choix. Les Hornets avaient de Shai Gilgeous-Alexander, mais l'ont échangé. Les Hornets ont reculé d'une place, obtenu 2 choix de deuxième tour, sont passés 12e et ont choisi Miles Bridges. Les Hornets, à l'époque, étaient dans une situation familière. Ils sont presque toujours médiocres ou mauvais, et en 2018, ils étaient médiocres. Ils ont gagné 36 matchs avec Kemba Walker, Nick Batum, Dwight Howard et Michael Kidd-Gilchrist en tête d'effectif. À l'époque, nous ignorions que Walker vivrait sa dernière saison à Charlotte. Il cherchait donc désespérément de jeunes talents. Bridge, l'un des prospects les plus athlétiques, était un choix très enthousiasmant. La réflexion à son sujet en tant que prospect était qu'il deviendrait un bon ailier polyvalent capable de marquer s'il progressait en tant que shooter. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a eu des soucis hors du terrain, mais il est resté à Charlotte. Même s'il ne sera sans doute jamais All-Star, c'est un bon titulaire en 12e position. Le vrai souci reste l'échange de Shai Gilgeous-Alexander au début. Pour une redraft, Bridges grimpe ici à la 8e place. En 13e position, je couvre tous les choix de loterie, Jérôme Robinson. Après une carrière universitaire productive de scoreur, il était monté tard à la draft car la direction des Clippers l'adorait. Il avait une bonne taille et des compétences sur le périmètre, mais n'a jamais vraiment démarré. En NBA, il n'a joué que 2 saisons et 113 matchs. Passons maintenant à l'histoire principale de la draft qui l'a précédé. Michael Porter Jr. était considéré comme l'un des meilleurs espoirs du lycée avant l'université. Un ailier athlétique des deux côtés du terrain, avec une taille fantastique et un potentiel offensif incroyable, il représentait le package complet en tant qu'espoir. Il a rejoint Missouri, joué seulement 3 matchs et souffert d'une blessure au dos qui a inquiété les recruteurs NBA. On pensait qu'il serait sélectionné dans le top 10, voire le top 5 de cette draft. Mais il est finalement descendu jusqu'à la 14e place, où les Nuggets ont tenté leur chance avec lui. On sait maintenant que certaines équipes l'ont retiré de leur draft à cause de ses soucis médicaux. Certaines équipes pensaient même qu'il ne jouerait jamais en NBA. Mais les Nuggets l'ont choisi, alors qu'ils venaient de finir leur 2e saison avec Nikola Jokic. Bien que peu croyaient qu'il deviendrait un futur Most Valuable Player à plusieurs reprises, il montrait déjà du potentiel avec Jamal Murray. Ils ont gagné 46 matchs cette année-là et cherchaient un jeune ailier pour accompagner leur noyau, donc parier sur MPG avait du sens. Une fois qu'il a retrouvé la santé, il est devenu un très bon titulaire pour les Nuggets. Pas le calibre All-NBA sans blessure, mais excellent shooter et parfois explosif offensivement. Ses blessures au dos restent parfois un problème. Mais cela reste une excellente affaire compte tenu des autres joueurs encore disponibles, puisque MPJ deviendra finalement un élément clé de l'équipe championne de 2023. Bien que surpayé avec un contrat max, il a été transféré aux Nets à l'intersaison 2025. Les Nuggets voulaient échanger ce poste contre Cam Johnson. La carrière de MPJ a globalement dépassé les attentes malgré les inquiétudes concernant ses blessures.
Et il a certainement été l'un des joueurs les plus intéressants de cette promotion. Dans une redraft, je le place 7e. Passons au numéro 15, Troy Brown. Honnêtement, le plus surprenant ici était de ne pas évoquer les Wizards avant le 15e choix dans une vidéo de draft. Je suis habitué à ce qu'ils soient mauvais, mais en 2017-2018, ils étaient encore assez bons. C'était la dernière saison à plus de 40 victoires qu'ils ont eu à l'heure où j'enregistre ceci. Bradley Beal et John Wall ont tous les deux été sélectionnés pour le All-Star Game. Et puis un peu de temps après cette draft, tout s'effondre, bien sûr, puisque Wall se blesse. Rien de notable pour Brown ici. Les Wizards l'ont drafté en espérant un ailier truisandé athlétique, mais son tir à 3 points et son attaque n'ont jamais progressé. Même s'il est resté un peu dans la ligue, il n'a pas eu d'impact. Ensuite, l'autre partie de l'échange de Michael Bridge, Zaire Smith. Les Suns avaient initialement le 16e choix, mais l'ont échangé pour Bridge. Les Sixers sont revenus à cette position car ils appréciaient Smith comme prospect. L'entraîneur Brett Brown a évoqué la possibilité que Smith devienne le prochain Kawhi Leonard, ce qui n'est finalement pas arrivé. Des problèmes médicaux ont malheureusement empêché Smith de vraiment débuter sa carrière en NBA. Un échange brutal pour les Sixers qui, comme je l'ai mentionné plus tôt, auraient vraiment pu utiliser Bridge s'ils avaient simplement gardé le choix. Ensuite, l'un de mes outsiders favoris de cette promotion, Dante DiVincenzo, rejoint les Bucks avec ce choix. Et c'était vraiment une intersaison très transformative pour Milwaukee. Après 44 victoires, puis une défaite au premier tour des playoffs, ils ont évincé Jason Kidd en milieu de saison et recruté Mike Budenholzer comme entraîneur principal à l'intersaison 2018 ans. Ils ont rapidement émergé comme l'une des meilleures équipes autour de Giannis Antetokounmpo, remportant finalement le titre en 2021. C'était une intersaison passionnante pour les fans des Bucks après le choix de DiVincenzo. C'était un bon joueur universitaire dans de très bonnes équipes à Villanova et il est monté tard dans le processus de draft. Comme ses instincts au tir semblaient promettre une belle carrière en NBA. Solide à Milwaukee, il est devenu la pièce maîtresse d'un échange finalement interdit aux Bucks pour tampering. Bojan Bogdanovic devait rejoindre les Bucks, mais cela ne s'est pas fait. Il a finalement été transféré aux Kings. Plus récemment, il a connu une belle saison comme joueur de rotation chez les Warriors, puis les Knicks, avant d'être transféré chez les Timberwolves lors de l'intersaison 2024 dans l'échange de Karl Anthony Towns. Et en tant que choix du milieu de premier tour, il représente une bonne option de profondeur pour cette classe et devrait avoir une longue carrière en tant qu'écarteur de jeu. Puis le 18e choix, Lonnie Walker et les San Antonio Spurs. C'était une période étrange pour eux. Parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, ils étaient en plein milieu de toute la saga Kawhi Leonard. Et ils ont finalement échangé Kawhi pendant cette intersaison. Mais il est resté solide avec LaMarcus Aldridge, des vétérans et des jeunes comme DeJounte Murray et Derek White. Avec Papa comme coach principal, on pensait qu'avec une bonne contrepartie pour Kawhi, il pourrait les poursuivre sur leur lancée. Même si ce n'est pas exactement ce qui est arrivé, car ils ont eu DeMar DeRozan dans l'échange de Kawhi, mais sans faire progresser l'équipe. La sélection de Lonnie Walker ici était censée simplement ajouter une autre bonne pièce à leur jeune noyau. Joueur universitaire explosif, il avait le potentiel pour devenir l'un des meilleurs scoreurs en sortie de banc. Mais cela ne s'est pas produit pour lui, son jeu n'ayant pas évolué à ce niveau, et il reste faible en défense. Allez, il est resté dans plusieurs équipes et a vécu de beaux moments avec les Lakers. Mais après avoir fait le tour en NBA, actuellement il est sous contrat pour jouer à l'international en 2025. Ensuite, au numéro 19, il y a Kevin Huerter. Lors de cette draft, les Hawks l'ont choisi avec Trae Young. On comparait ces gars à Steph Curry et Klay Thompson, mais cela ne s'est pas produit. Huerter est un excellent shooter et bien qu'il n'ait pas duré à Atlanta, il est devenu un bon joueur de rôle pour son rang de draft. Transféré aux Kings à l'intersaison 2022, il y a réalisé de bonnes saisons grâce à leur attaque rapide. Il a ensuite été transféré à Chicago lors d'un échange impliquant Deer, Fox et Zach LaVine et devrait devenir un joueur de rôle chez les Bulls. Numéro 20, Josh Okogie avec les Minnesota Timberwolves. L'intersaison 2018 a été très intéressante pour Minnesota. Ils venaient juste de mettre fin à leur longue disette en série, après une saison réussie avec 47 victoires grâce à Jimmy Butler et Karl Anthony Towns. Mais ce que nous ignorions alors, c'est que ce noyau, avec l'entraîneur Tom Thibodeau, ne resterait que 40 matchs la saison suivante. La draft a lieu en été, d'ici novembre. Jimmy Butler s'est imposé chez les Sixers, puis tout s'est effondré, donc ce choix de draft était très sous pression avec le recul. À l'époque, ils cherchaient un bon joueur de rôle, donc comme je l'ai dit, ils ont choisi Josh Okogie. Considéré comme un excellent défenseur, rebondeur et athlète, il devait simplement progresser en tant que shooter, malgré un jeu offensif limité. Il pourrait devenir titulaire dans la ligue. Il a connu de bons moments au Minnesota, mais un joueur qui n'écarte pas le jeu complique les choix de composition. Et ça l'était de loin son plus gros problème dans la ligue. Il a ensuite rejoint les Phoenix Suns et les Charlotte Hornets, mais peine toujours à s'imposer en NBA.
À 21 ans, Grayson Allen était probablement l'un des joueurs les plus détestés de la ligue. Il a finalement rejoint le Jazz alors qu'il tentait de rivaliser avec Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Ajouter un joueur comme Allen, capable d'écarter le jeu et expérimenter, avait beaucoup de sens. C'était un bon espoir, mais plus âgé, venant de Duke, et on s'attendait surtout à ce qu'il tienne un rôle de très bon shooter au niveau NBA. Le problème, c'est que sa carrière va commencer très lentement. Bien qu'il ait été drafté par Utah, il n'a disputé que 38 matchs avec eux. Échangé aux Grizzlies pour Mike Conley, il s'est progressivement amélioré avant de rejoindre les Bucks après 2 saisons. En 2021, il a brillé à Milwaukee avant de rejoindre les Suns, comme dit plus tôt, lors de l'échange à plusieurs équipes avec Damian Lillard. Et malgré tout, le chaos de l'ère Kevin durant Allen des Suns est devenu un très bon joueur pour eux. Malgré un début de carrière chaotique, il a eu une très belle carrière en NBA, ce qui est impressionnant. Numéro 24, une des histoires les plus intéressantes de cette draft. Anthony Simons rejoint les Portland Trail Blazers à l'apogée des équipes de Lillard et McCollum. Ils ont gagné 49 matchs, puis 53 la saison suivante après la draft, atteignant la finale de conférence. Ils voulaient former un autre arrière derrière Lillard et McCollum pour marquer en sortie de banc et progresser à mesure qu'ils vieillissaient. Simons était un prospect atypique car il n'a pas joué à l'université. Après une année à l'International Management Group Academy, il a tout de même été sélectionné au premier tour. Il était considéré comme un athlète explosif avec de grandes qualités de scoreur, mais sa taille posait problème. Les Trailblazers l'ont choisi, comme je l'ai dit, pour être un bon arrière en sortie de banc et ensuite devenir un arrière d'avenir pour eux. Et c'est à peu près exactement ce qui s'est passé. Il a toujours des difficultés comme joueur, étant l'un des pires défenseurs de la ligue. Il reste un excellent tireur à 3 points et scoreur explosif. Mais comme les Trailblazers ont adopté une identité plus défensive, ils ont décidé de se séparer de lui. Il a été échangé aux Boston Celtics contre Drew Holiday. Alors que nous entrons dans la saison 2025, en parlant des Celtics, avançons un peu jusqu'à leur choix en 27e position, Robert Williams. Comme dit plus tôt, c'était l'ère Kyrie à Boston. Et bien sûr, ils avaient des vétérans comme Al Horford et Marcus Smart, ainsi que de jeunes joueurs en développement comme Jason Tatum et Jaylen Brown. La saison précédant cette draft était en fait la première année où tous ces gars étaient ensemble. Gordon Hayward, après avoir signé un contrat maximum en tant qu'agent libre, n'a joué que quelques minutes avec les Celtics avant sa grave blessure lors du match d'ouverture. Quoi qu'il en soit, l'avenir s'annonçait prometteur à Boston, qui avait besoin de profondeur dans la raquette, d'où la sélection de Robert Williams. À un moment, il semblait qu'il serait choisi à la loterie, mais ses blessures l'ont fait tomber en fin de premier tour. Excellent athlète et protecteur de cercle en tant que prospect, il a confirmé tout cela en NBA avec Boston. Malheureusement, il a aussi eu des blessures, même si parfois cela semblait une excellente affaire. À la 27e place après une saison révélatrice, 2021-2022, il n'a pas su se montrer régulier. Depuis, il a disputé moins de 100 matchs NBA en raison de blessures, même après son transfert aux Trailblazers lors du premier échange de Drew Holiday en 2023. Ce qui nous amène au deuxième tour, et plus précisément à l'un des meilleurs choix du deuxième tour de tous les temps, Jalen Brunson, en 33e position. Il finit à Dallas. On a déjà évoqué la situation de Dallas à la draft. C'est incroyable qu'ils aient eu Brunson et Luka lors de la même draft. Mais malgré le niveau actuel de Brunson, il a fallu un certain temps pour que sa carrière en NBA décolle. Excellent joueur universitaire, mais sa petite taille et son manque de scoring limitaient son potentiel NBA selon beaucoup. Être un bon meneur de banc expliquait sa sélection au second tour, mais aujourd'hui, il dépasse largement ce rôle. Après 4 saisons à Dallas avec une progression constante et une excellente saison 2021-2022 à plus de 16 points par match, Jalen Brunson est arrivé à la Free Agency 2022 comme l'un des joueurs phares du marché. Il était évident qu'il était bon, mais avec Luka, qui avait autant le ballon en main, il était difficile de savoir à quel point il était vraiment bon et combien il valait. Avec un nouveau contrat, les Knicks ont été l'équipe qui s'est manifestée et lui a proposé un énorme contrat. Les Mavs ont refusé de s'aligner et l'ont laissé partir, ce qui fut clairement une grosse erreur. Depuis son arrivée aux Knicks, Jalen Brunson est l'un des meilleurs arrières de la ligue. Sélectionné plusieurs fois All-NBA, il a transformé la trajectoire des Knicks. Une trajectoire de carrière incroyable pour un joueur qui n'a pas fait grand-chose lors de ses premières années dans la ligue et qui a été choisi en 33e position. Jalen Brunson fait le plus grand saut dans cette redraft, passant de la 33e à la 3e place juste derrière Luka et Shai Gilgeous-Alexander. Ensuite, l'un des prospects les plus intéressants, Mitchell Robinson, rejoint les Knicks en 36e position. Robinson, vu comme un protecteur de cercle ultra athlétique, n'a jamais joué à l'université malgré son statut de All-American au lycée. Il s'était engagé à Western Kentucky, mais est parti avant la saison. Et plutôt que de rester sur la touche une année pour être transféré, il a passé l'année à s'entraîner et s'est présenté à la draft 2018. C'est pour toutes ces raisons qu'il se retrouve au deuxième tour.
Une fois arrivé chez les Knicks, cependant, ses capacités physiques étaient évidentes. Une envergure folle, de très bons instincts défensifs, tout cela lui a permis de devenir un très bon joueur pour les Knicks. Dans une redraft, il entre dans le top 10 à la 10e place. D'autres joueurs productifs apparaissent en fin de deuxième tour. Des joueurs comme Gary Trent, Jared Vanderbilt, Bruce Brown, DeAnthony Melton, Keita Bates-Diop, ou des non-draftés tels que Duncan Robinson, Haywood Highsmith, Jacques Landau. Tous ont été de bons, voire d'excellents joueurs de rotation, ce qui renforce vraiment la profondeur de cette incroyable cuvée de draft.